Bonjour, chers francophones. Je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui délivre tout l'air fantasmagorique de son auteur et de son artiste jusqu'à avoir une incohérence et une incompréhension de notre subconscient. Et je vois que je commence à avoir un accent russe. Alors venez découvrir un monde où la raison n'a plus lieu d'être. Donc... As-tu vu Dali de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux. Ouais, on va un peu s'arrêter avec l'accent parce que à un moment, la fatigue. Je disais donc, Quentin Dupieux est un cinéaste qui, dès son adolescence, a été très passionné de cinéma et a filmé beaucoup de choses avec son caméscope en proposant plein de courts-métrages à foison. Des courts-métrages qui sont difficilement trouvables, mais qui, je pense, sont proches de son style. Et c'est alors qu'en 95, dans le cadre de son service militaire à l'école polytechnique, qu'il pourra se rapprocher du travail de l'image en apprenant l'utilisation de toutes sortes de caméras. Il ira sur du 16 mm, des projecteurs, etc. etc. C'est comme ça qu'il pourra se rapprocher des courts-métrages plus professionnels en les envoyant chez Canal+. La belle époque. Mais ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose. Et donc, par ce même moment, en étant habile de ses mains et en bidouillant des instrumentales de rap sur un synthétiseur, il se passionnera pour la musique électro comme tant d'autres de cette époque, pour pouvoir gagner un peu de sa vie, et où la réalisation de ses clips et de sa musique seront sa patte éclectique pour donner un pseudonyme lourd de sens, j'ai nommé Monsieur Oiseau. Voici un extrait de sa musique. Dès 1999, son clip Flat Beat l'a propulsé encore plus loin en vendant plus de 3 millions d'exemplaires et en étant numéro 1 des ventes dans de nombreux pays. Il aura plein de nominations et de prix en recevant par exemple la victoire de la musique du vidéoclip de l'année. Pas mal, non? C'est français. Et avec ce personnage en peluche, il l'emmènera dans d'autres clips et dans des publicités qu'il aura lui-même réalisées. De quoi être encore plus mondialement connu. Il travaillera sur des clips pour d'autres chanteurs comme la ritournelle de Sébastien Tellier qui a un costume qui me rappelle étrangement un autre personnage. C'est de malade. Mais ça n'a sans doute aucun rapport. Ouais, bon, tu nous as un peu perdu. Et sa carrière au cinéma? Oui, reprenons. C'est donc avec son argent qu'il réalisera en 2001 son premier film, plutôt un moyen-métrage, son ovni cinématographique, non-film. Et là, vous faites un film? Oui. Ça va être quoi? Un western, non? Non. Non? Bon bah. Bonne continuation? Malheureusement, pour se concentrer de non-sens, personne ne voulait le distribuer en salle, donc il fut longtemps caché dans les limbes. Mais il est maintenant disponible sur Vimeo et en DVD. Peut-être un peu trop bordélique pour toucher tout le public, mais il refera cette expérience 5 ans plus tard avec sa suite. Néanmoins, avec ce ton absurde et désordonné, donnera un intérêt à un duo de comiques qui trouvera une parfaite harmonie de cette absurdité abyssale et qui sera prêt pour sa première grosse production de sa carrière, Steak. Une petite pièce pour faire refaire mon visage. Ça fait un peu mal, mais ça marche. Comment tu t'appelles? Blaise. Blaise? Blaise. Ça chie ça. Ah bon. Moi je vais t'appeler Chuck. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Mais j'aime pas Phil Collins, hein. Film qui fut lui aussi un flop. Encore. Mais je pense que la promo l'a mal vendue, car elle mettait plus en avant le côté comique, avec une phrase plus longue que le titre lui-même, la nouvelle comédie, avec Eric Ramsey. Alors que quand on y regarde de plus près, il n'est pas si drôle que ça, et même assez sombre. D'ailleurs, même eux le disent que ce n'est pas une comédie. C'était pas un film comique. Et les seules critiques qu'on peut entendre, c'est que je me suis pas assez marré. C'est pour nous, c'est pas recevable, sachant que c'est un drame
comique. Ça reste de la comédie. Et je me dois d'en parler un peu plus en détail parce que bien qu'il ne soit pas parfait, il reste assez intéressant sur cet univers où la recherche de la beauté est omnisciente avec un aspect absurde à la Orange Mécanique. Et puis on peut voir le changement de direction que feront les deux humoristes après cette rencontre. En tant que réalisateur. Quelquefois, Judor reviendra dans ses films, mais c'est tout. Puis par ce grand four, il quittera un temps la France pour partir aux États-Unis en réalisant des petits films indépendants tout en gardant son job de DJ de la French Touch. On peut dire que c'est son moyen de production parce qu'à bien y regarder, peu de ses longs métrages ont fait venir en masse les spectateurs, malgré le fait que sa popularité a augmenté au fil des années. Ça se voit qu'il ne s'arrêtera de travailler que dès qu'il aura dépensé le dernier centime de son argent. Et ce premier film indépendant, qu'il sortira en 2010, sera quelque chose d'assez étonnant avec Rubber. You get one of your guys with a flamethrower, just Anybody there? Weirdos. Réussir à faire vivre un pneu, c'est assez fort. C'est aussi là qu'il mettra en avant cette pseudo-critique du cinéma qui se parsèmera dans certains de ses films en allant sur un non-sens de l'audiovisuel pour que le spectateur aille bien plus loin que devant un simple divertissement un peu loufoque. Il donne une réflexion un peu absurde sur le domaine de l'art. Après, ça peut être assez paradoxal avec l'intro du début. Ladies, gentlemen, the film you are about to see today is an homage to the No Reason, that most powerful element of style. Tout est normal. Mais n'est-ce pas là l'intérêt de ne pas respecter les règles établies? C'est donc là que les règles de la narration iront à contre-courant avec son troisième film qui aura fait beaucoup de festivals sans rien obtenir avec Wrong. Ah, Dolph, come in. Come here, boy. Oh, good dog. Why? Beautiful. Why me? Oh, completely random choice. Voilà déjà un thème assez récurrent dans ces films que l'on parlera plus tard sur le choix de ces personnages. Déjà on a un simple scénario sur la perte d'un chien dans un monde absurde où l'importance d'y remédier à tout ça est de retrouver l'amour. Du surréalisme et de l'absurde à l'état pur. Et après avoir sorti entre-temps son film et sa série Wrong Cops, faites votre choix, il sortira le film le plus culte de sa filmographie qui nous laisse subjuguer par l'incohérence de cette histoire où tout est cinéma entre rêve et réalité. Une réalité étrange qui a fait deux festivals diamétralement opposés. Le non-sens parfait. C'est un film qui a plus de couches de compréhension ou d'incompréhension et qui s'appelle, vous l'avez deviné, Réalité. Y'a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir? Give me the tape or I'm gonna call your parents. Then I'll tell everyone you dress up like a woman. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends? Jason, t'entrain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Et en faisant ce film avec Alain Chabat, il a comme atteint son point culminant qui le ramènera dardard en France en proposant un nombre incalculable de films, peut-être un peu trop, en si peu de temps, tout en donnant à chacun des films jamais vraiment similaires sur le genre qu'il choisit, tout en gardant la ligne établie de son cinéma. Mais malheureusement pour moi, certains de ces films ne sont pas totalement parfaits. Ils ne sont pas mauvais. Ils sont soit très bons, soit très moyens. C'est au goût de chacun parce qu'à chaque fois que l'un de ces films sort au cinéma, les avis divergent. Extrêmement. C'est ça le cinoche. En vrai, j'ai l'impression que c'est ça, c'est d'être tranché. Lui, là, il est sans concession, mais sans concession aucune, avec rien. Eh ben, ça fait du bien. Parce que ça montre une zone de liberté qui est, tu vois, dans notre métier, quand même relativement rare. Et puis maintenant, son nom est tellement devenu culte qu'il fera venir sur chacun de ses films ses fans et ses haters. Même un film produit secrètement aura eu son succès avec Yannick. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord ? Peut-être bien son film le plus accessible et le plus émouvant. C'est celui qui a été sa meilleure réussite au cœur du public si on enlève Steak. Et donc 6 mois plus tard, non je ne déconne pas, il sortira son dernier film,
Dali. Alors attention, il ne faut pas dire Dali, mais Dali. Nuance. D'accord, mais je pense qu'on va rester sur le premier choix. Ça facilitera les choses. Et pour son dernier film en date, il proposera son non-biopic sur Salvador Dali, où le non-sens sera aussi de mise. Mais le rire et le mindfuck seront-ils de la partie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bonjour. Bonjour. Je souhaite être interné. Parce que je suis en train de perdre les pédales. Il est difficile de trouver les mots sur ce que je viens de voir devant ce Dali, mais on va essayer. On a déjà le scénario du film qui paraît simple au premier abord, où tout est basé sur une boulangère ou pharmacienne. À vous de voir. Qui va tenter d'interviewer l'artiste. Mais avec ce soupçon très fantasque de ne pas proposer quelque chose d'ordinaire, il va nous emmener au-delà de la psyché de Dali. Pour les deux du fond qui ne savent pas qui c'est l'un des plus grands artistes du surréalisme du XXe siècle. Je suis fou du chocolat l'envers. Ah ouais, rien que ça. Donc devant cette nouvelle excentricité de l'univers indescriptible de Quentin Dupieux, à vouloir présenter cet homme, j'ai vu là une pulsion de surréalisme pour décrire l'extravagance du personnage. Pour écrire et réaliser cet hommage, je suis entré en connexion avec la conscience cosmique de Salvador Dali et je me suis laissé guider les yeux fermés. Le maître m'a tout d'abord ordonné de convoquer plusieurs comédiens brillants pour interpréter son personnage, trop complexe pour un seul homme. Nous avons ensemble rendu visite à Buñuel pour lui subtiliser quelques images et quelques idées. Il m'a ensuite conduit de force dans les tréfonds de ses angoisses morbides et dans ses rêves pour m'orienter, et puis j'ai fini par reprendre le contrôle de mon film de justesse pour simplement en faire une déclaration d'amour. Dali le disait lui-même, sa personnalité était probablement son plus grand chef-d'œuvre. Mon film raconte modestement cela. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Bon, revenons quand même sur quelque chose de plus sérieux. Déjà le choix du titre, qui devait tout d'abord s'appeler La plus grosse caméra du monde. Qui est un super titre, mais qui raconte un truc, voilà, c'est une fausse indication, ça aurait été une fausse piste, en fait. Ouais, je pense que c'était pas assez vendeur. Aura à la place l'homme de l'homme avec un surplus de 6A pour représenter chacun un Dali. Parce que voyez-vous, pour comprendre Dali, il faut quand même être plus d'une personne. Je me voyais faire un truc avec un comédien qui allait s'essouffler à essayer de faire Dali pendant tout le film, et j'y arrivais pas, et donc j'ai eu cette idée un jour de me dire, je vais mélanger pour que ce soit plus riche, plus surprenant, et qu'on n'arrive pas à le capturer, en fait, puisque c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on n'arrive pas, on veut faire un hommage à Dali, mais on n'y arrive pas. Et chacun des acteurs qui interprètent ce peintre apporte leurs pattes devant ce spectacle sidérant d'incohérence ou pas. Puis cette décision de vouloir donner vie à Dali me rappelle deux autres films qui ont eux aussi fait ce parti pris pour aller plus en profondeur sur la perception de l'être. On a tout d'abord I'm Not There de Todd Haynes qui retrace la vie de Bob Dylan mais sans vraiment avoir un Dylan en face. Là aussi, la façon de faire un biopic est à contre-courant. Puis on a eu l'année dernière Conan de Bertrand Mandico qui voulait donner une autre vision du personnage sur 6 âges importants de la plus barbare des barbares. Donc dire que Dupieux a eu une idée de génie de faire ça, c'est oublier qu'il y en a eu d'autres avant. Puis chose qui m'a marqué et qui m'a rappelé certains de ses films, c'est le choix de nous conter cette histoire entre rêve et réalité, avec l'importance de l'image et du montage pour être dans une perpétuelle route infinie. Rien que l'histoire de ce rêve, j'ai cru être dans une boucle. Exactement comme réalité. It is indeed an eczema attack, but on the inside of your head. Il détruit les règles de la narration et de la temporalité pour être le seul maître à bord à décider quand et comment ça se finit. Comme il l'avait dit, parler de la vie et de l'art de Salvador ne l'intéresse pas. Regardez le film Daliland, qui est un biopic classique. Non, ce qui l'intéressait, c'était plutôt de présenter la folie du peintre dans ses interviews. En vrai de vrai, je pense que faire un film sur la peinture, c'est un peu pauvre, parce que la peinture, c'est la peinture. Essayer de filmer un mec qui peint, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule de voir un acteur qui fait semblant de peindre, alors qu'on sait que c'est une doublure, etc. Bon. Donc déjà, ça s'était exclu, et ma passion pour Dali, c'était effectivement, elle a démarré à la télé française des années 80, dans ses interviews, ses interventions en français à la télé française. Moi, c'est ça, ma passion, elle démarre là, de voir un mec maîtriser cette langue avec cette façon de créer des espèces de propos un peu complexes et tordus, surtout quand on a 15 ans, quand on comprend pas tout. Interviews qui ont été utilisées pendant certains dialogues du film, parce que les phrases de Dali sont déjà du cinéma à lui seul. Il y a une chose. Je déteste encore plus que les enfants. Les dessins des enfants. J'ai été pioché, il y a 2-3 phrases
qui proviennent d'interviews réelles. C'était pour nous, pour se rassurer un peu, pour aussi avoir un peu de substance réelle, parce que tout le reste est complètement inventé par contre. Puis le montage est vraiment important pour ne pas être perdu par ces changements de Dali. Il met en largeur cette étrange répétition de l'histoire. Il garde aussi cette importante passion de l'écran qui distille toute l'œuvre et donne plusieurs portes infranchissables pour parvenir à la perception du maître. Il avait déjà fait une trilogie de l'image avec Rubber, Réalité et Le Dain, mais avec celui-ci, il y a comme un aboutissement où ce que l'on voit n'est qu'une poupée russe qui ne se terminera qu'à la dernière image du film. Bien sûr, certains trouveront qu'il en fait trop et que c'est un simple mégalomane qui s'amuse à brouiller les pistes de son spectateur, ce qui est vrai. Mais bon, si quelqu'un n'a pas aimé un Dupieux, à quoi bon lui conseiller ce film? Il ne touchera pas du tout le monde, mais c'est pour moi à 200% ma came. Puis autre chose qui m'a marqué et qui est souvent le cas dans beaucoup de ses films, c'est son engouement à toujours vouloir présenter des laissés pour compte, des marginaux. Lorsque tu visualises tous les personnages de sa filmographie, ce sont tous des hommes et des femmes qui ne peuvent vivre dans la société du consumérisme. On vit une époque compliquée et moi ma petite parade c'est de faire c'est de transformer toutes ces idées noires en comédie. On peut y voir dans ces films de la comédie, mais pas souvent comme celui-ci. Si on essaye de bien y analyser, on peut y voir quelque chose de plus profond. Lorsqu'il s'attarde sur le vieux Dali, c'est comme s'il donnait quelque chose de plus sérieux sur lui. C'est peut-être là où le côté surréel se calme et donne un sens sur la vision de Dali. Ou c'est moi qui vois des choses qui n'y sont pas. À vous de faire votre propre opinion. Déjà, on a un sacré casting avec Gilles Lelouch, Edouard Baird, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Didier Flamand et Boris Chillot, saurez-vous le trouver, qui présentent tous un Dali passionnant avec chacun leur propre identité. C'était amusant quand vous jouez un personnage qui a vraiment existé, il y a plein de vidéos disponibles, donc je m'imprégnais, j'étais là, j'écoutais toute la journée des interviews, et puis il faudrait être d'un état particulier, parce que c'est pas juste l'accent catalan avec des R qui roulent, c'est une énergie, c'est un type qui sourit jamais. C'est un charisme aussi. Oui, non mais c'est parce que c'est une sorte de chose, de ligne comme ça, il est intense tout le temps. On a ensuite Romain Duris qui joue ce producteur qui n'a aucun problème à dépenser sans compter. Ensuite on a des petits acteurs qu'on voit peu, mais Dupieux arrive à faire que chacun d'eux est une scène qui marque les esprits, comme Jérôme Niel, Marc Fraise, Agnès Surstel, Jean-Marie Willing, etc. Et enfin Anaïs de Moutier est peut-être la seule qui a un rôle normal et qui peut représenter les spectateurs. C'était amusant pour moi d'être un peu l'œil du spectateur, la normalité au milieu de tout ça, de voir défiler ces différents acteurs qui prenaient en charge Dali et rester, moi, comme ça, entêtée avec cette idée de faire ce film, de faire cette interview. C'était très amusant. Et puis d'être quelqu'un d'ordinaire au milieu de toute cette bizarrerie, d'être quelqu'un qui est très concret, qui parle de son interview, de son bloc-notes, de la caméra, enfin, ouais, toutes ces choses concrètes au milieu normales, humaines. Voilà, exactement. Bien qu'à bien y regarder, si on regarde sa fascination qu'elle a pour Dali, elle pourrait aussi représenter la pensée du réalisateur. C'est Quentin Dupieux qui parle. Puis bon, comme toujours, Quentin ne peut s'empêcher d'avoir plusieurs postes. Donc il s'est occupé de la réalisation, de la direction de la photographie et du montage. Mais pas des décors et des costumes. Il faut laisser les honneurs à Juan Le Bourru qui est un habitué du cinéma de Dupieux et qui a imprégné quelque chose d'extravagant devant ce film. Rien que ce piano qui fait un jet d'eau. Je ne m'en lasse pas. Et Isabelle Panetier donne dans les costumes de Dali quelque chose d'éclatant qu'on garde en mémoire. Puis comme à son habitude, il y a des références qui rappellent certains films de Buñuel pour le côté surréaliste, de Bertrand Blier pour les dialogues et du Monty Python pour certains moments comiques. Rien que cette séquence où le personnage marche pendant plus d'1 heure alors qu'il n'est qu'à 20 mètres d'eux, c'est du pur Monty. Alors lui, il doit vraiment aimer Sacré Graal. Ensuite, parlons de l'affiche du film, qui fait référence à 2 œuvres diamétralement opposées, avec Un éléphant ça trompe énormément de Yves Robert, et Y a-t-il un pilote dans l'avion des As pour le nœud. De quoi mettre en relief une comédie française de la bonne vieille époque, en donnant un éclat complètement absurde et incompréhensible. Que peut-être 2 personnes, dont moi, apprécieront. Et enfin, pour ce qui est de la musique, il fera appel à Thomas Bangalter, ancien Daft Punk qui a fait une petite apparition de réalité, et que là il donnera une composition pour le film, pas du tout électronique. Il a donné des titres acoustiques à la guitare dans un style espagnol pour évoquer le monde de l'artiste. Mais aussi par cette répétition de la BO pendant tout le film, il nous fait ressentir un éternel rêve qui ne s'arrête jamais, sauf si on arrive à la toute fin du film. Bref, c'est un film qui n'a ni queue ni tête, mais est-ce le but de trouver une logique, un sens dans un film de Quentin Dupieux? Il faut, je pense, se laisser emporter devant ce spectacle gargantuesque où la raison n'a plus sa place et où seuls nous, spectateurs, pourrons y apporter notre propre avis. Un Dupieux, ce n'est pas quelque chose qui peut s'appréhender
fondé sur les mots, mais plutôt sur le ressenti. Et pour moi, j'ai ressenti quelque chose de palpitant. Lent au début, certes, mais pour qu'il me balance très vite complètement au 7e ciel sur la méconnaissance de son monde. Ce zoom lent et assez malsain est vraiment sa marque de fabrique pour rentrer dedans. Ou pas. Ça dépend des humeurs. Il y a vraiment une bonne partie de ce qu'il a fait avant dans ce film. Il y a comme un aboutissement. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur du réalisateur, mais il se rapproche de ce que j'aimais dans ses premiers films, et c'est pour moi agréable. Je préfère une idée qui vient de nulle part, 1000 fois, plutôt qu'un truc réfléchi, mûrement réfléchi, ou un truc un peu fabriqué. Moi, dès que ça vient de nulle part, et que ça vibre, là, je sais que je tiens un truc, et c'est comme ça que j'écris, c'est-à-dire que je me laisse aller. Parce que c'est ça, du cinéma. Parce que c'est ça, du Dieu pieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. C'est inadmissible. Pablo! Voilà! Monsieur Dali, s'il vous plaît! Mais je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Là, c'est un lit. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre,